Je vous demande d'accueillir Timothée. Merci. Donc, je vais aujourd'hui vous parler d'imagerie de diffusion multi-B, en commençant par vous présenter la manière dont on modélise ce signal. Ensuite, je vous expliquerai comment on estime correctement et précisément les paramètres qui sortent de ces modèles. Avant de conclure et de passer la parole à un clinicien expert dans ce genre de modalité, je vous présenterai quelques applications intéressantes. Donc, lorsqu'on plonge dans un gradient de champ magnétique des molécules d'eau qui sont en train de diffuser, il va en résulter une décroissance, une perte de signal due à la perte de cohérence des spins des protons des molécules d'eau. Lorsque les molécules d'eau diffusent librement, le déplacement moyen de ces molécules suit une distribution gaussienne. On parle alors de diffusion gaussienne. Et sous cette hypothèse, le signal de diffusion suit une décroissance exponentielle, caractérisée ici par le coefficient apparent de diffusion, ADC. Plus la diffusion sera importante, plus la perte de signal sera elle aussi importante. Concrètement, si vous mesurez un ADC qui est petit, cela signifie que la diffusion est restreinte, que les molécules d'eau ont du mal à diffuser, et c'est ce qu'on va rencontrer par exemple au cœur d'une tumeur ou dans le cœur ischémique d'un AVC. Au contraire, si vous mesurez un ADC élevé, ça veut dire que la diffusion n'est pas contrainte, la diffusion est libre, et c'est ce qu'on va rencontrer par exemple dans le liquide céphalorachidien ou dans un œdème. Donc je ne vous apprends rien en vous annonçant que l'ADC est un biomarqueur très intéressant pour différencier les tissus sains des tissus pathologiques. Mais dans la pratique, dans les voxels que vous étudiez, les choses ne se passent pas aussi simplement que dans un verre d'eau où l'eau diffuse librement. En effet, il existe beaucoup d'autres phénomènes microscopiques qui vont affecter le signal de diffusion. L'effet IVIM, Intravoxel Incurrent Motion, introduit par le professeur Le Bihan en 1988, en est un bon exemple. À l'échelle du voxel, en effet, on peut considérer que la microcirculation suit un mouvement isotropique aléatoire. Ça mime en fait un mouvement brownien du fait de l'orientation elle-même pseudo-aléatoire des capillaires. Le sang est donc soumis à un mouvement brownien et ça va générer un nouvel effet de diffusion qui va affecter l'atténuation du signal aux petites valeurs de B. Alors le coefficient de pseudo-diffusion qu'on va introduire pour ce phénomène va refléter la perfusion et donc ça offre la possibilité de quantifier la perfusion sans utiliser d'agent de contraste. Pour modéliser ce phénomène, c'est relativement simple, même si l'équation a l'air compliquée, c'est qu'on va considérer que dans notre voxel, on a deux compartiments. L'un constitué par le sang, qui va donner lieu à un premier phénomène de diffusion, de pseudo-diffusion, caractérisé par une première exponentielle décroissante, et un deuxième compartiment qui va être le tissu qui contient de l'eau et qui va donner lieu à une deuxième décroissance exponentielle du signal. On a donc un modèle qu'on appelle bi-exponentiel où les deux phénomènes sont pondérés par le paramètre F, la fraction de perfusion, qui sera d'autant plus importante que l'effet IVIM sera lui aussi important. Une illustration de ce qui va se passer dans un organe, dans le tissu, c'est ici par exemple, dans le cadre d'un tissu tumoral, le réseau de capillaires chaotiques qui va se développer à cause de l'angiogénèse va être responsable d'un effet IVIM important qui se reflètera dans la courbe de signal comme une courbe de signal en fait, qui va avoir la forme d'une crosse de hockey. Au contraire, un tissu sain ne va pas présenter ou très peu présenter d'effet IVIM et on aura donc dans ces cas-là une simple droite.
Donc un simple coup d'œil finalement permet de différencier un tissu sain d'un tissu pathologique. Alors jusqu'à maintenant, on a fait quand même l'hypothèse simplificatrice que la diffusion est un processus gaussien. Et en réalité, malheureusement, dans les voxels, la réalité est plus compliquée et la diffusion des molécules d'eau va être limitée, en quelque sorte, par les membranes des cellules. Et ça va avoir pour effet de modifier la distribution de déplacement des molécules d'eau, qui ne va plus être une gaussienne, mais une fonction légèrement plus piquée et plus étalée également. Concrètement, cet effet va se détecter pour des hautes valeurs de B, typiquement supérieures à 800, B800, B1000, et ça va se caractériser par un signal qui va décroître moins vite que ce qu'on attendrait dans le cadre de la diffusion purement gaussienne de l'eau libre. Donc cet écart à la diffusion est quantifié par exemple par l'introduction d'un nouveau paramètre, ici le kurtosis, qui va permettre donc de quantifier réellement l'écart à la perfusion. L'écart à la gaussianité du phénomène de diffusion. Donc là, je vais m'arrêter un peu avec les raffinements et perfectionnements du modèle de diffusion pour vous présenter l'équation finale qu'on obtient, qui est un peu compliquée, un peu ardue à appréhender, mais tout de même, elle présente beaucoup d'intérêt, car au sein de cette équation, il y a des paramètres qui sont des marqueurs des processus microscopiques qui se passent dans vos voxels. Par exemple, la fraction de perfusion est très fortement et proportionnelle au volume sanguin. Le coefficient de pseudo-diffusion est fortement corrélé avec le flux sanguin. L'ADC0, lui, va vous donner une information sur la densité cellulaire, quand le kurtosis, lui, vous donnera des informations sur les membranes cellulaires. Donc une équation, une acquisition et finalement 4 informations très intéressantes. Représentées sur un graphique qui montre le signal, vous pouvez voir en rouge, en fait, ce qu'on obtient avec un signal qui serait gouverné seulement par la diffusion libre de l'eau. Et vous obtenez donc une simple mono-exponentielle. La prise en compte d'effets supplémentaires montre un écart à ce modèle que l'on retrouve dans les données, donc il est nécessaire d'implémenter dans les modèles pour correctement analyser les données de diffusion multi-B. Alors, pourquoi faire des modélisations avancées? Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais premièrement, ça donne une meilleure compréhension et ça permet une meilleure compréhension et une meilleure interprétation des données. Ça fournit également des valeurs qui sont plus prédictives. Vu que les valeurs que vous avez estimées sont plus précises, décrivent mieux ce qui se passe dans vos voxels, vous êtes plus à même d'extrapoler votre signal à des très hautes valeurs de B que vous ne pourriez jamais mesurer, par exemple, ou de recréer des cartes à des valeurs plus intermédiaires, mais qui vous donneraient du coup des cartes dénuées de bruit. Et finalement, un objectif qui est un peu le Graal un peu de tout ce qu'on fait en imagerie en imagerie médicale, eh ben, une quantification absolue des paramètres, eh ça permet la standardisation, ce qui est une chose très importante. Alors, avec ce type de méthode, fournit par contre 4 paramètres qui peuvent être difficiles de combiner, d'interpréter visuellement pour le clinicien. Donc il y a une nécessité également de développer des outils d'aide à la décision pour le clinicien, pour l'aider à interpréter cette somme d'informations. Maintenant, je vais vous expliquer comment, à Olea Médical, nous avons appréhendé la problématique de l'estimation des paramètres de ces modèles. En effet, il existe tout un tas de méthodes qui ne donnent pas toutes les mêmes résultats. Donc nous avons mis en place une méthodologie pour comparer différentes méthodes d'estimation. Donc ça se base sur des fantômes numériques pour lesquels on va se fixer un protocole d'acquisition, c'est-à-dire différentes valeurs de B. On se donne un modèle que l'on veut tester. Dans ce cas-là, c'est le modèle mono-exponentiel de la diffusion libre. On va fixer des valeurs d'ADC, et puis on va rajouter du bruit dans ces données, et ensuite viendra une étape d'estimation des paramètres sur ces données artificielles pour les comparer aux valeurs attendues, comme vous pouvez voir ici sur cette image. Donc nous avons appliqué cette méthode
à l'estimation classique de l'ADC, c'est-à-dire en prenant le logarithme du signal et en faisant une linéarisation et une estimation de la pente du signal. Ben, on se rend compte, premièrement, que les cartes sont très bruitées et très éloignées de l'ADC qu'on devrait obtenir. Ça se retrouve de manière quantitative quand on affiche en fonction des vraies valeurs d'ADC les valeurs qui ont été mesurées, et tout cela pour différentes valeurs de SNR. Alors, pour un SNR de 10, qui est un SNR qui est une bonne valeur, qui est représentatif de données de qualité en pratique clinique, bah vous vous rendez compte que les valeurs d'ADC supérieures à 1,5, 2 ne sont plus du tout fiables. Nous avons mené le même travail pour les autres modèles, pour les autres perfectionnements du modèle, et nous sommes arrivés à la même conclusion que finalement ces méthodes ne sont pas adaptées pour estimer de manière robuste et fiable les paramètres des modèles. Donc nous avons mis en place une méthode d'estimation bayésienne des paramètres. Les méthodes bayésiennes sont connues pour être plus précises et plus robustes au bruit. Elles ont l'inconvénient, normalement, d'être lentes, mais nous avons, nous, à Olea, la technologie pour les accélérer et les rendre, du coup, utilisables en routine clinique. Voici, en revenant sur l'exemple précédent de l'estimation de l'ADC, voici les résultats qu'on obtient avec une méthode bayésienne. Je ne m'étendrai pas, les résultats parlent d'eux-mêmes. On n'a plus de biais liés au bruit. Pour parler maintenant des applications, je voudrais revenir un peu sur l'ADC 1000, qui est finalement ce que tout le monde utilise aujourd'hui, pour vous montrer par ce schéma que l'ADC 1000 n'est pas un paramètre pur, dans le sens où c'est un mélange d'effets de perfusion, de diffusion libre, de kurtosis, et il est fortement biaisé par le bruit. Or, l'ADC 1000 est néanmoins très prédictif. Donc nous pensons que en améliorant la modélisation et les méthodes d'estimation, on peut également énormément améliorer le pouvoir prédictif des méthodes de l'imagerie de diffusion. Et en voici un exemple qui a été développé par le professeur Le Bihan et le docteur Ima à l'université de Kyoto, qui montre comment, en combinant 3 cartes, une de fraction de perfusion, une d'ADC0 et une troisième de kurtosis, comment on est capable d'attribuer à chaque voxel du tissu un score qui nous indiquera si le tissu est sain, pathologique ou entre les deux dans un état indéterminé. Cette méthode a été démontrée comme corrélant parfaitement avec l'index Bayrad, sauf que dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de faire de perfusion, c'est juste un seul examen. Ça donne également une information sur la forme et l'hétérogénéité de la tumeur, et ça donne donc des indications pour cibler la biopsie. Donc cette méthode est robuste et nous sommes en train de l'intégrer au sein des produits d'Olea Medical, donc au sein de l'Oleasphère. Donc j'espère vous avoir convaincu que la diffusion multi-B, évidemment quand je parle de multi-B, c'est plus de 2 valeurs de B, c'est une modalité puissante et prometteuse qui permet de caractériser les tissus à l'échelle microscopique. C'est une méthode totalement non invasive. Aujourd'hui, la technologie est mature pour faire ce genre d'acquisition en routine clinique. On a des temps d'acquisition qui ont été raccourcis, la possibilité d'explorer des domaines de gradients de champs magnétiques beaucoup plus étendus en partant des petites valeurs aux grandes valeurs. Néanmoins, pour exploiter pleinement ces acquisitions, il est nécessaire de mettre en place des outils avancés pour les estimations. Donc c'est ce que nous faisons avec des estimations bayésiennes et les prises en compte des effets du bruit. Et enfin, pour conclure, on fournit du coup beaucoup d'informations aux cliniciens, donc il est nécessaire de développer des outils d'aide au diagnostic comme le CAD du professeur Le Bihan que je vous ai présenté à l'instant. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.